Bonjour à toutes et à tous mes élèves de 5e 5. J'espère que vous allez bien, que vous avez un peu déconnecté avec tout ce monde virtuel et ses exigences numériques pendant les vacances. Alors je profite de ce moment pour vous remercier pour les belles photos de vos réalisations culinaires. J'étais ravie de vous voir en forme et avec ces beaux gâteaux. Alors aujourd'hui, je vous demande de prendre sous les yeux la page 7 du lutin. Nous allons travailler aujourd'hui sur le grand 2 dont le titre est « Mise en relation des traditions établies ». Il y a derrière ce titre l'idée que le monde tel qu'il est durant ce long Moyen-Âge va être repensé. Alors on a déjà vu dans la partie précédente que le monde s'ouvre, que les frontières sont repoussées grâce aux grandes découvertes. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur même de la société européenne, la façon de penser le monde, l'être humain, va changer. Nous allons étudier ce bouleversement qui s'appelle l'humanisme et la Renaissance. Des écrivains, des penseurs, des artistes proposent une nouvelle vision de l'homme et du monde. Le mot humanisme fait référence à l'être humain, à une nouvelle façon de penser l'homme et à sa place dans la société, qui doit être au centre de toutes les préoccupations. Les hommes qui mettent ces idées en avant, on les appelle les humanistes. Quant au mot-clé Renaissance, il y a cette idée de renaître, comme si l'être humain était endormi durant une longue période et qu'il se réveille. Cette période d'endormissement fait référence, pour les hommes et les femmes de cette époque, au Moyen-Âge. Ils estiment qu'au Moyen-Âge, il y a eu peu d'inventions, peu de changements, voire même un recul par rapport aux sociétés antiques grecques et romaines. Un homme illustre cette nouvelle façon de penser le monde à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Alors, vous ne le connaissez pas comme ça en regardant le portrait, mais je suis sûre que vous le connaissez tous par la réalisation d'une de ses œuvres très connues, la Joconde. Peut-être même que certains d'entre vous sont allés voir l'exposition qui lui a été consacrée au musée du Louvre en fin d'année dernière. Il s'agit donc de Léonard de Vinci. Il est à la fois un artiste, mais aussi un humaniste avec cette nouvelle façon de voir la place de l'homme et un savant. Le document que nous étudions est un dessin de Léonard de Vinci, qui est l'homme de Vitruve. Au centre de la feuille, vous voyez un personnage, jambes et bras écartés, qui prend la place dans un carré, lui-même situé dans un cercle. Léonard de Vinci a représenté plusieurs positions de bras et de jambes, de sorte que le personnage donne l'impression d'être un homme à 4 bras et 4 jambes. Des inscriptions au-dessus et en dessous du dessin indiquent qu'il s'agit d'une page d'un carnet ou d'un outil pour apprendre à dessiner. Dans le texte, Léonard de Vinci dit que les proportions du corps humain sont inspirées de l'Antiquité, d'un architecte de l'époque romaine, Vitruve. Il est question d'expliquer au lecteur les mesures du corps humain dans diverses positions. Par exemple, Léonard mentionne que, donc je cite, « la longueur des bras étendus d'un homme est égale à sa hauteur ». Il est facile de vérifier cette affirmation car le personnage est inscrit dans un carré. Ses 2 bras touchent les côtés opposés du carré, comme ses pieds et sa tête qui touchent les autres bords opposés. Il met bien ici l'homme au cœur de toute chose, ce qui illustre bien cette période de l'humanisme. C'est bien un humaniste. C'est aussi un dessin de la Renaissance car il prend pour modèle l'Antiquité, un architecte de l'époque romaine. L'homme de Vitruve est une œuvre tellement admirée et emblématique que l'Italie l'a choisi pour figurer sur la pièce de 1 euro. Le deuxième document est un texte extrait des carnets de Léonard de Vinci sur la naissance de la méthode scientifique. Je vous demande ici de faire pause et de lire 2 fois le texte. C'est un texte où il explique comment il a fait pour être si précis dans ses dessins. Il a utilisé la science, les démonstrations mathématiques, mais aussi les dissections des cadavres, bien que ce fût interdit par le pape, donc le chef des catholiques et donc la majorité des personnes à l'époque. Intéressons-nous maintenant au document 3, qui est la Joconde, ou le portrait de Mona Lisa, qui est un tableau de Léonard de Vinci, certainement le plus connu, réalisé au début du XVIe siècle. La Joconde est le portrait d'une jeune femme sur fond d'un paysage montagneux aux horizons lointains et brumeux. La femme porte une robe et sur la tête un voile noir transparent. Elle est assise sur un fauteuil dont on aperçoit le dossier à droite du tableau. Ses mains sont croisées, posées sur un bras du fauteuil. Elle se trouve probablement dans une loggia, donc c'est une loge. On peut voir un parapet juste derrière elle au premier tiers du tableau, ainsi que l'amorce de la base renflée d'une colonne sur la gauche. À l'arrière-plan se trouve un paysage montagneux dans lequel se détache un chemin sinueux et une rivière qu'enjambe un pont de pierre. On peut remarquer une cassure de la ligne d'horizon. La tête de la Joconde sépare le tableau en 2 parties, dans lesquelles l'horizon ne se trouve pas au même niveau.
La source de lumière vient essentiellement de la gauche du tableau. Mona Lisa est vêtue de noir, elle ne se met pas en avant et nous laisse venir à elle. Les couleurs utilisées et la posture de Mona Lisa donnent une impression de sérénité. Ce tableau dégage d'elle un esprit sain et l'image d'une personne simple, de confiance. Alors ainsi, on peut se poser la question, et je vous l'ai posée sur la feuille, comment le peintre rend-il son portrait le plus vivant possible? Alors c'est avec le travail des couleurs et le travail des ombres. Ce tableau dégage d'elle un esprit sain et l'image d'une personne simple, de confiance. Alors Léonard de Vinci a réussi à rendre son portrait le plus vivant possible. C'est justement la question que je vous pose juste en dessous. Comment a-t-il fait? Alors c'est en travaillant les couleurs, la lumière et les ombres qu'il a réussi à faire de Mona Lisa une jeune femme dont on a l'impression de pouvoir toucher la peau. Il a très bien réussi à reconstituer la chair de la personne. Le 4e document porte sur la qualité de Léonard de Vinci comme inventeur de machines. Il a toujours rêvé de faire voler l'homme, et justement, vous voyez à gauche une machine pour essayer de donner des ailes aux hommes et à ce qu'ils imitent les oiseaux. Avec cette idée derrière que l'être humain domine le monde. En dessous, vous voyez les 2 définitions sur lesquelles je vais revenir, d'humanisme et de la Renaissance. Vous pouvez d'ores et déjà les surligner en vert. Nous allons maintenant revenir sur le tableau d'exercice où je vous demande de montrer que l'homme est au cœur de l'œuvre de Léonard de Vinci. Alors, vous voyez à gauche le numéro des documents de 1, 2, 3. Donc, je vous demande de mettre 1, 3, 4 à la place puisque ça correspond davantage à ce que je vous ai demandé. Donc, document 1, quel est le sujet choisi? Donc, c'est le corps humain. Pourquoi choisit-il ce sujet? Donc, c'est pour mieux connaître le corps humain dans son ensemble. Ensuite, le document 3, donc vous changez dans la case grise. Donc, quel est le sujet choisi? C'est le portrait d'une femme. Pourquoi choisit-il ce sujet? Pour peindre le visage et les émotions des individus. Et ensuite, le document 4, donc barrez le 3, vous mettez 4. Le sujet choisi, c'est l'invention d'une machine pour faire voler l'homme. Et pourquoi choisit-il cela? Afin que l'homme dompte, domine le monde. Cela nous permet de revenir sur la précision de la signification de l'humanisme, dont Léonard de Vinci est un des principaux représentants. Donc c'est le mouvement cherchant à étudier la nature et l'homme. Et également sur le mot-clé de Renaissance, donc mouvement de renouveau artistique, littéraire et scientifique en Europe, en lien très fort avec la redécouverte de la culture antique. Ensuite, je vous demande de tourner la page et de réaliser ce travail. Donc, dans un paragraphe, montre que Léonard de Vinci est un artiste modèle de l'humanisme et de la Renaissance. Donc, je vous demande de réaliser ce paragraphe seul et je reviendrai ensuite vers vous au moment de la correction que vous écrirez en dessous. Un des éléments essentiels de cette période qui place le savoir de l'individu au cœur de toute chose est l'invention de l'imprimerie. Les premiers livres étaient rares et donc précieux, car ils étaient copiés un par un, à la main, d'où leur nom de manuscrits, ce qui prenait du temps et coûtait fort cher. C'est pourquoi seuls les plus riches avaient les moyens d'en acquérir. Avec l'imprimerie, l'idée est de fournir des livres moins chers pour des lecteurs de plus en plus nombreux. Plongeons maintenant dans l'antre de la fabrication d'un livre. Quelles en sont les différentes étapes de fabrication? Donc tout d'abord, pour fabriquer des caractères, il faut tailler ou graver en relief un poinçon selon la forme de chaque lettre, dans un métal très résistant. La création des caractères est un travail à la fois technique et artistique. C'est celui des orfèvres qui fabriquent des bijoux et de la monnaie. Mais disposer des caractères mobiles ne suffit pas. Encore faut-il les assembler avec assez de rigueur et de solidité pour qu'ils ne bougent pas pendant l'impression pour produire une page imprimée bien nette. C'est pourquoi les caractères doivent avoir rigoureusement la même épaisseur et la même hauteur. Pour écrire un texte, il faut aligner les caractères qui forment les mots. Tous ces caractères sont ensuite serrés les uns contre les autres pour constituer une ligne, puis les lignes sont serrées pour faire une page. Enfin, le tout est serré solidement sur le marbre, la partie plate et immobile de la presse. L'imprimerie a pour but de produire de nombreux exemplaires très rapidement. Pour cela, il faut trouver un support plus facile à fabriquer en grande quantité que le parchemin. Le papier répond à cette exigence et permet en outre une bien meilleure impression parce qu'il boit un peu l'encre. L'abondance du papier était la condition déterminante du développement de l'imprimerie. Alors, le papier a certes été inventé en Chine, mais il a été rapporté en Occident par les marchands et les voyageurs arabes. Dès le XIIe siècle, il existe des moulins de papier en Espagne et cette activité gagne progressivement le sud de la France. Enfin, la presse est l'outil qui a donné son nom à l'impression et donc à l'imprimerie. Son principe est le suivant.
Il faut poser la forme bien à plat sur le marbre, puis l'enduire d'encre. L'ouvrier place la feuille sur les caractères. Un mouvement fait descendre la presse contre la feuille et la serre contre la forme. L'encre donne l'empreinte des caractères sur la feuille, dont un côté se trouve donc imprimé. Il ne reste qu'à répéter l'opération pour imprimer l'autre côté. Ensuite, les pages sont séchées, puis cousues ensemble et finalement reliées. Vous voyez ici la page du premier livre français imprimé et illustré. On est en 1478. À l'aide de ce que je viens de vous expliquer, je vous demande de détailler les étapes sur la représentation que vous avez sous les yeux, donc de l'étape 1 à l'étape 5. Bien sûr, je reviendrai sur ce point au moment de la correction. Je vous demande de prendre maintenant la dernière page de notre semaine, qui porte essentiellement sur un texte de l'histoire de l'imprimerie. Avant de lire le document, je vous demande de vous munir de 4 surligneurs de couleurs différentes. Je pars du principe que vous avez pris les couleurs de base, jaune, vert, rose et bleu, mais bien sûr vous pouvez avoir d'autres couleurs. Donc prenez sous les yeux les consignes sous le texte. Vous surlignez en jaune, quel est le contexte et quelles sont les causes. Vous surlignez en vert, les étapes et les acteurs. Vous surlignez en rose, les raisons de son développement, et vous surlignez en bleu, les conséquences. Ensuite, je vous demande de lire 2 fois le texte en essayant de bien comprendre chaque mot. Puis, vous répondez aux questions en surlignant les réponses avec les couleurs adéquates dans le texte. Le dernier document est la carte sur la diffusion de l'humanisme en Europe et des grands centres d'imprimerie. Donc on voit sur la carte que les grands centres sont ceux en orangé, donc que ce soit en France, dans les Flandres, en Allemagne ou en Italie. Alors je vous demande d'entourer sur la carte ces centres de diffusion de l'humanisme, vous avez les informations précises dans la légende. Et je vous souhaite maintenant une très bonne semaine et un très bon travail.